Bonsoir à tous. On est en train de régler le problème de diffusion pour ceux qui sont à distance. J'ai même mon collègue de Guyane qui m'envoie des WhatsApp pour me dire qu'il n'arrive pas à voir. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Nous avons en inscription, comme je vous l'ai mis dans les différentes newsletters, plus de 340 personnes inscrites, dont une centaine pour être physiquement présents. On sait qu'un certain nombre ne seront pas présents effectivement, mais nous vous remercions d'être présents ici. Au nom du CNAM et des associations d'élèves et anciens élèves, l'Union des ingénieurs du CNAM que je préside vous remercie d'être présents et sont très heureux de recevoir le docteur Luc Julia en son sein pour parler d'intelligence artificielle et surtout de celle qui existe ou celle qui n'existe pas. Cher Luc, comment vous dire? Quand j'étais petit, adolescent, j'aimais bien un bouquin qui s'appelait Strange. Et j'aimais bien un peu me comparer aux super-héros. Alors certes, vous avez un avantage, c'est que vous n'êtes point artificiel et que vous avez un peu d'intelligence certaine. Mais je voudrais vous citer deux points que j'ai trouvés dans la lecture de votre livre sur l'intelligence artificielle n'existe pas. Et parmi ces deux points, il y en a un important qui est une année, 1966. Certes, c'est une belle année, surtout pour ceux qui sont nés effectivement cette année et qui ont eu la chance en fait, de découvrir un peu derrière les premiers pas de l'informatique 20 ans plus tard. Et le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est un bel élément, ça s'appelle ZX81. Certains ne s'en souviennent pas, mais c'est pour, entre autres Luc et moi, le moteur de notre nouvelle passion et qui nous a permis, chacun de notre côté, d'évoluer au sein de l'informatique. Lui, côté du logiciel, et moi, du côté des infrastructures technologiques qui permettent au logiciel justement de pouvoir fonctionner. Donc, je voulais vous faire part de ces éléments. Vous aussi, essayez d'être en corrélation avec ce que vous pourriez éventuellement trouver dans le livre de Luc. Mais en même temps, j'y pense. Il y a un troisième point qu'on a en commun, c'est mon épouse. Parce qu'effectivement, pour le savoir, nous avons eu l'occasion, c'est à cause d'elle que nous sommes, entre guillemets, croisés à Nice au mois de septembre 2021. Lorsque les notaires faisaient leur congrès en parlant de la digitalisation de leurs offices. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée en notre compagnie et la compagnie de Luc. Luc va nous parler d'intelligence artificielle au début. Ensuite, nous passerons à une table ronde où nous avons demandé à 3 professeurs du CNAM et 3 ingénieurs du CNAM d'être présents et de questionner en fait Luc concernant certains sujets. Et Luc nous quittera vers 20h30. Puisque c'est un homme qui n'est pas occupé, donc il a d'autres activités à côté. Nous le remercions d'être aujourd'hui présent. Luc, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ça c'est fort, non? On peut baisser le son, là, parce que mal à la tête. Hein. Alors ça, c'est... Voyons, on va voir si ça marche. Ah, tac, ouais, c'est moi. C'est le gars avec la chemise hawaïenne, hein. C'est... Comme d'habitude. Donc je suis le seul dans la salle, comme d'habitude aussi. Oui, voilà. Donc je vais vous parler de l'intelligence artificielle qui n'existe pas. L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis une dizaine d'années. On peut baisser le son un peu ou pas? C'est un peu fort, hein, vous êtes d'accord, hein? Je pense qu'ils ne m'entendent pas en fait. Allô? Est-ce qu'on peut baisser le son un peu? Merci. Donc, l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles, donc depuis une dizaine d'années, celle que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est Terminator, c'est le film Her, enfin c'est celle qui n'existe pas, quoi. Mais par contre, je vais vous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle qui existe, parce qu'il y en a plein, en fait. Il y en a plein qui existent. Et c'est ces intelligences artificielles-là qui sont beaucoup plus intéressantes que celles de Hollywood. L'intelligence artificielle, ça a démarré en 1956. 1956, c'est là où on a décidé d'appeler ce truc... Ah, ça marche vraiment pas, mes trucs, là. Ok. Il faut que je pointe, d'accord. Voilà. Ça a commencé en 1956. 1956, c'est quoi? C'est quand des scientifiques qui faisaient des mathématiques, hein, parce que l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, ça va être des mathématiques, se sont réunis à l'université de Dartmouth pour donner un nom au domaine sur lequel ils étaient en train de travailler, et ils ont appelé ça intelligence artificielle. C'était quoi le domaine sur lequel ils travaillaient? Ils étaient en train d'essayer de modéliser un neurone. Et donc, statistiquement, ils ont modélisé un neurone, et puis à partir de là, ils ont dit, bah, si j'ai un neurone, j'ai un réseau de neurones, si j'ai un réseau de neurones, j'ai un cerveau, si j'ai un cerveau, j'ai de l'intelligence.
Alors évidemment, le raisonnement lui-même est stupide, mais c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'intelligence artificielle, ce qui est évidemment une erreur absolue, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, le nom était défini à ce moment-là, mais moi, en tant que français franchouillard de base, je considère que l'intelligence artificielle a commencé bien avant ça. Si c'était quelque chose qui devait faire comme un cerveau, faire des actes comme des cerveaux, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Depuis certainement, dans l'Antiquité, on faisait déjà des machines ou des systèmes qui avaient l'air intelligents. D'accord ? Mais comme je vous dis, je suis moi un franchouillard de base, je fais démarrer l'intelligence artificielle en 1642. 1642, c'est la Pascaline. Hein, vous en avez ici dans le beau musée que vous avez. Vous avez des Pascalines, je crois 3 ou 4. Et les Pascalines, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Hein, la première machine à calculer qui ne faisait pas de faute. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais ça faisait que des additions et des soustractions. Mais enfin, ça faisait des additions et des soustractions à 4 ou 5 digits quand même. Hein, donc, c'était pas si mauvais que ça. Si je vous demande maintenant tout de suite combien fait 1739 plus 498, elle n'est pas difficile. Hein. Peut-être. Bon, enfin, en tout cas, vous êtes nuls. Bon, d'accord. C'est comme ça, mais ça arrive, hein, c'est normal. Et même si vous m'aviez donné la réponse, peut-être juste 60% de chance qu'elle soit fausse. Mais la machine, elle vous aurait donné la réponse bonne tout le temps. D'accord ? Parce que bon, c'est que des roues, hein, finalement, et puis ça fait la retenue, tout ça. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Pascal était un garçon sympathique, mais bon, c'était quand même relativement simple, son système. Bref. 1642, c'est quand je considère que l'intelligence artificielle a commencé parce que ça faisait des trucs compliqués qui avaient l'air intelligents. Voilà, pourquoi pas. C'est aussi idiot que ce qu'ils avaient fait en 1956, hein, parce que, encore une fois, ça n'avait rien d'intelligent, leur machine. Ça avait d'autant moins l'air intelligent qu'ils se sont attaqués à ce qui est certainement la chose la plus compliquée à laquelle on aurait pu s'attaquer, c'était le langage naturel. C'est quoi le langage naturel ? C'est ce qu'on fait en ce moment. Il y a un gars qui parle, il dit des mots, et puis les mots, ils veulent dire quelque chose ou pas, et vous essayez de comprendre ce qu'il raconte, le gars. Okay ? Et ça, c'est compliqué. Et même aujourd'hui, la plupart des systèmes, hein, que ce soit Siri, Alexa ou autres, ils comprennent toujours rien à ce que vous racontez. Il faut quand même être très clair, hein, ça ne marche pas très très bien. Donc, du coup, devinez ce qui s'est passé en 1956, et en 1957, et en 1958, ça ne marchait pas. Okay ? Et qu'est-ce qui s'est passé quand ça ne marche pas ? On est déçu, on donne plus de sous, et on rentre dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. D'accord ? Le premier hiver de l'IA, c'est quoi ? Effectivement, il n'y a plus de sous, la recherche s'arrête, et l'IA disparaît. Voilà. Et c'est ce qui nous pend au nez, hein, d'ailleurs, si on continue à raconter n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. À un moment donné, à force des déceptions ou à force des peurs, il est très possible que l'intelligence artificielle s'arrête. D'accord ? Parce qu'on n'a pas délivré ce qu'on avait promis qu'on allait délivrer. Bon, là, c'est un peu compliqué, parce que vu que tout le monde fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça va être compliqué que ça s'arrête, mais il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Bon, on y revient tout à l'heure, mais en tout cas, l'intelligence artificielle, que je vais appeler donc statistique, s'arrête en 1958-59. Et donc, on est dans cet hiver qui est triste pour les gens qui aiment bien la science. Mais arrive en 1961-62, par là, un nouveau type d'intelligence artificielle qu'on va appeler l'intelligence artificielle logique. Et c'est les systèmes experts, hein, les systèmes experts que la plupart d'entre vous connaissent évidemment, qui ont fait les beaux jours de l'informatique dans les années 70, 80, 90. D'accord ? Les systèmes experts, c'est quand même super impressionnant et c'est super intelligent. Okay, parce que ça fait des trucs assez incroyables. Et le système expert emblématique, certainement, de la fin des années 90, c'est celui qui a battu Kasparov aux échecs, Deep Blue de IBM, qui ratatine le champion du monde des échecs. C'est vachement impressionnant, c'est vachement intelligent. Ou pas. D'accord ? Est-ce que battre Kasparov aux échecs, c'est intelligent ? Je ne sais pas. C'est impressionnant. Est-ce que c'est intelligent ? Encore une fois, je ne sais pas. Mais les échecs, c'est quoi ? C'est un jeu, hein, avec des règles. Donc un système expert, ça tombe bien, parce que c'est des règles. D'accord ? Donc ça tombe assez bien. Alors bon, c'est un jeu quand même assez compliqué, parce qu'il y a à peu près, d'après les mathématiciens, 10 puissance 49 coups. D'accord ? Donc 10 puissance 49 coups, c'est beaucoup.
D'accord? Donc on ne peut pas mettre exactement tous les coups dans la mémoire d'un ordinateur. Donc du coup, il faut avoir assez de puissance de calcul pour calculer depuis une position spécifique de l'échiquier jusqu'à une position gagnante, en calculer plusieurs pour être sûr. Et donc pour pouvoir battre Kasparov, quand même, il faut avoir un tout petit peu de puissance de calcul avec les règles. Un système expert est capable de faire ça. Et donc depuis 1997, si vous gagnez une machine aux échecs, c'est que vous l'avez mis au niveau 2. Vous n'avez strictement aucune chance. Bref. C'est intelligent ou pas, mais c'est quand même impressionnant. Mais on ne va pas s'attarder trop là-dessus. On va voir que, en fait, dans les années 90, il y a un autre truc qui s'est passé. C'est qu'on a remis à la mode ces intelligences artificielles statistiques dont on parlait en 1956. D'accord ? Et comment on les a remis à la mode? On les a remis à la mode, déjà, on a changé de nom. D'accord ? On a appelé ça machine learning d'abord. Et pourquoi c'est devenu la mode? Parce que les années 90, il y a quelque chose qui s'est passé quand même qui était assez extraordinaire. Vous vous rappelez peut-être, ça s'appelle Internet. Et Internet est arrivé avec plein de données. D'accord, plein de données. Statistiques, données, ça tombe bien. D'accord, donc vous avez plein de données, vous allez pouvoir faire plein de statistiques qui vont être relevant. Je ne sais plus comment on dit en français. Statistiquement relevant, comment on dit relevant? Pertinent, merci. Donc, qui sont pertinentes. Donc, évidemment, plus on a de données, plus ça va être pertinent. Hein, c'est super. Donc Internet nous arrive avec beaucoup de données. Hein, beaucoup de données. Et dans les années, milieu des années 2000, maintenant, on fait du deep learning. Hein. Deep learning, c'est encore plus deep que machine. Okay, donc, c'est très, très fort. Il faut encore plus de data, beaucoup de data. Tellement de data que ça en devient ridicule, d'ailleurs. Hein, mais bon, pour montrer qu'on utilise bien ces trucs-là, donc dans les années 2000, ce qui s'est passé, c'est que sur Internet, il y avait beaucoup de chats. Alors là, vous dites, le gars, il a pété une durite, il dit vraiment n'importe quoi. Non, vous allez voir. Il y avait beaucoup de chats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, sur Internet, postaient des images de leurs chats. Ils disaient, oh, c'est mon Kitty, c'est mon Minou, c'est mon... Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils créaient la plus grosse base de données de chats du monde. Okay, une base de données annotée. Et donc, évidemment, les scientifiques, ceux qui faisaient de l'intelligence artificielle statistique, se sont dit, je peux, grâce à cette base de données incroyable de chats, je vais pouvoir créer un reconnaisseur de chats. Et ça, c'est super intelligent, un reconnaisseur de chats. Okay, donc, je vais pouvoir créer ce reconnaisseur de chats, et avec seulement 100 000 images de chats, je peux créer un reconnaisseur de chats qui va reconnaître mes chats à 98%. Alors là, ça c'est quand même absolument extraordinaire. On a créé un reconnaisseur de chats qui reconnaît des chats à 98%. Ça c'est intelligent, ça c'est une machine intelligente. Ça valait le coup d'attendre, hein. Ou pas. Alors évidemment, moi j'aime pas les chats, donc ça ne m'intéressait pas trop, mais la question que je me suis posée à ce moment-là, j'ai dit, c'est super, bon, on a quand même passé du temps à noter 100 000 images de chats, on a trouvé des chats, bon, très bien. Mais nous, humains, combien d'images de chats nous faut-il pour reconnaître les chats? C'est une bonne question. Ah, je vois une dans la salle, je vois deux dans la salle. OK. Bon, 5. OK. Bon, alors, moi, j'en sais rien. Hein, mais les psychologues vont vous dire, les gens qui s'occupent de l'apprentissage des gamins en bas âge, vont vous dire que ma fille de 2 ans, il lui faut 2 images de chats, effectivement, pour reconnaître les chats. Pas à 98%, mais à 100%. Enfin, le psychologue, il ne va pas vous dire ça exactement. Il va vous dire il faut 2 instances de chat. Alors que ce n'est pas tout à fait pareil, évidemment. Mais 2 images de chat ou 2 instances de chat, ce n'est pas pareil que 100 000. Okay, donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les méthodes d'intelligence artificielle, hein, qui sont super intelligentes, donc, n'ont strictement rien à voir avec nos méthodes à nous, à notre cerveau à nous. Okay, donc il va falloir garder ça en tête quand même quand on va parler d'intelligence artificielle, il va falloir se calmer un tout petit peu parce que c'est peut-être pas si intelligent que ça. Bon bref, donc comme je disais, c'est pas tout à fait pareil que 100 000 images de chat, c'est pas pareil que 2 instances de chat. C'est qu'une instance de chat, en fait, c'est une instance de chat. C'est-à-dire que ça vient avec beaucoup plus de choses que juste l'image en 2D. Ça vient avec un contexte. Si vous voyez un truc passer là en l'air comme ça, c'est certainement pas un chat. D'accord, ça vole pas. Enfin, as far as I know, ça vole pas. Mais bref, donc ça veut dire que c'est pas certainement dans l'instance de chat, il y a beaucoup plus de paramètres que juste dans l'image de chat. Donc c'est peut-être pour ça que notre cerveau, il a besoin peut-être de
beaucoup de paramètres aussi, mais on les comprend peut-être pas forcément. Mais bon, je peux y revenir plus tard. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ma fille de 2 ans, non seulement elle reconnaît les chats avec seulement 2 images de chat, mais en plus de ça, elle les reconnaît à 100% parce qu'elle va reconnaître aussi les chats la nuit, elle. Parce que notre connaisseur de chat de tout à l'heure, il ne pouvait pas reconnaître les images de chat la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que dans la base de données de 100 000 images de chats, il n'y avait pas d'image la nuit. Parce que les gens, ils ne posent pas sur Internet des chats la nuit. Vous voyez? Parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas tout à fait pareil, tout ça, hein, et qu'on est beaucoup plus intelligent. Enfin, ça va être mon leitmotiv ce soir. Hein. On est les meilleurs. Il faut quand même se mettre un peu en avant. Il faut quand même dire la vérité. Donc on est très fort, et je vais passer sur un autre exemple rapide pour vous montrer que ça n'a rien à voir, ces techniques d'intelligence artificielle, avec nos techniques à nous. Et pour ça, je vais passer en 2016, cette fois-ci. 2016, c'est quand le champion du monde de Go, cette fois-ci, se fait ratatiner par la machine. D'accord? Alors, le Go, c'est rigolo, parce que ça n'a strictement rien à voir avec les échecs. Et il y a toujours des règles, hein, évidemment, il y a des règles au Go. Mais maintenant, si vous demandez aux mathématiciens combien il y a de coups de Go, combien il y a de coups au Go, pardon, là, les mathématiciens ils vont se gratter la tête. Ils vont vous dire il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Alors, ça veut dire déjà que les mathématiciens, ils n'en savent rien. Okay, et ça veut dire que c'est beaucoup. Alors, contrairement à ce qu'on m'a dit récemment, et j'espère que, vu où je suis aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, 10 puissance 200, si on dit que c'est 10 puissance 200, ce n'est pas juste 4 fois plus 10 puissance 50. On est d'accord? Oula. Oui, on est d'accord, d'accord. Enfin, c'est beaucoup, hein, 10 puissance 200, on est d'accord. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les 10 puissance 49 des échecs. Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les méthodes statistiques, logiques qu'on avait utilisées tout à l'heure dans Deep Blue, la machine d'IBM, dans DeepMind, qui est la machine maintenant qui est ici, qui va battre le champion du monde de Go, les techniques logiques ne vont pas marcher. On va utiliser des techniques statistiques. Okay, donc on va utiliser en l'occurrence du deep learning ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme, on s'en fiche un peu, mais je vais rentrer dans les détails de la machine. C'est-à-dire qu'on va lui ouvrir le ventre et on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette machine qui s'appelle AlphaGo. Et on va un peu regarder ce qu'elle a dans le ventre. Et cette machine, elle a 1500 CPUs. Hein, les CPUs, les chips, vous savez ce que c'est les CPUs, hein, les chips, les puces informatiques. Donc 1500 CPUs, il y a 200 ou 300 GPUs. GPUs, c'est aussi des puces, mais cette fois-ci, c'est plus graphique. Hein, ça vous permet d'afficher les trucs à l'écran, c'est du calcul matriciel. C'est ce dont on a besoin pour faire du machine learning. Et puis, il y a encore un autre type de bestiole qui s'appelle des TPUs. Donc, il y a une trentaine de TPUs. Et TPUs, c'est quoi? C'est des Tensor Processing Unit. C'est pour faire du TensorFlow. TensorFlow, c'est une des méthodes de deep learning, okay, qui est spécifiquement, ces puces sont faites par Google et c'est fait pour faire donc du TensorFlow. Bref, 2000 ordinateurs, globalement. D'accord. 2000 ordinateurs pour jouer au Go, le truc. Okay. Alors évidemment, là, comme je suis sur ma lancée de dire que ça n'a rien à voir avec nous, 2000 ordinateurs, c'est un petit data center. Pas très gros, mais c'est un petit data center. 2000 ordinateurs, c'est 440 kilowatts. 440 kilowatts pour jouer au Go. Okay. Très bien. 440 kilowatts. Le petit Coréen là, de 18 ans qui s'est fait ratatiner, qui était infect, donc c'est bien fait pour lui, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a ça. D'accord? Ça, c'est combien de watts, d'après vous, ça? Alors, ça dépend, pas tous, hein, mais la plupart d'entre nous. On est à combien, d'après vous? Vous avez une idée? Ceux qui m'ont sorti les deux, là, tout à l'heure, non? Combien de watts au cerveau? Non? OK. 1 watt? Alors, enfin bon, ça ne me regarde pas, mais... Non. Un cerveau, c'est à peu près 20 watts. Donc 20 000 fois moins quand même que la machine. Hein. Donc là, ce que je suis en train de vous raconter, encore une fois, c'est que la machine, elle utilise un peu plus de puissance et d'énergie que ce que vous utilisez quand vous jouez au Go. Mais en plus de ça, ce que je vais vous dire, c'est que le petit Coréen qui est en face, là, non seulement il joue au Go, mais en plus, il fait la cuisine. Puis il parle, vous vous rappelez, parler, c'est compliqué, là. Hein, il fait du langage naturel. Enfin, il fait plein d'autres trucs avec ses 20 watts, lui. Hein. Donc avec 20 watts, lui, il fait plein de trucs, et la machine, elle fait que jouer au Go avec ses 440 kilowatts.
Donc, bon, encore une fois, les méthodes n'ont strictement rien à voir avec nanana. Okay, bon, vous avez compris. Bref, donc une fois qu'on sait ça, on va se dire, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, parce qu'on est en train de créer des systèmes qui sont des monstres, d'accord, qui sont des monstres d'utilisation de data, hein, trop de data. Okay, on va voir ça juste après. Et puis trop d'énergie. Donc, à un moment donné, surtout dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il va falloir faire attention quand même, il va falloir faire des choix. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir faire tous les systèmes qu'on veut comme ça, à l'arrache. Parce que le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Hein. C'est-à-dire que vos data centers, ils ne sont pas à côté de chez vous, hein. Ils sont un peu loin, donc on ne voit pas, on ne sent pas. On n'a pas l'impression qu'on utilise autant d'énergie quand on crée ces systèmes d'intelligence artificielle. Il faut donc réaliser, il faut comprendre que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est de la force brute qu'on est en train de faire ici. Et donc, à un moment donné, il faudra peut-être réguler pour n'utiliser que l'énergie nécessaire pour faire les services nécessaires. Peut-être que faire en intelligence artificielle le dernier jeu débile, c'est moins bien que de créer une intelligence artificielle qui va aller détecter les cancers dans une image médicale. D'accord ? Donc, réfléchissons-y, c'est à nous de décider ce qui est bien ou pas bien de faire. Alors, puisqu'on parle de data, je vais vous parler des data, justement. Le problème des data, c'est que au moment même où on les utilise, par définition, ces data, quand on les met dans les systèmes d'intelligence artificielle, ce sont des data historiques. Ouais, d'accord. Je n'ai pas les data de demain, j'ai que les data d'hier. Okay, et le problème des data historiques, c'est que par définition, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Et si elles ne sont pas d'aujourd'hui, potentiellement, elles sont biaisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer, et je vais créer, en faisant exprès ou pas, des systèmes biaisés. Alors, un exemple de ça, c'est un système dont vous avez entendu parler certainement il y a 2 ans. Une grande compagnie qui fait des téléphones a décidé de faire des cartes de crédit pour les gens qui utilisent son téléphone. Et cette compagnie de cartes de crédit, cette banque en l'occurrence, a dit tiens, je vais confier l'attribution des crédits, du montant du crédit, à un robot, à une intelligence artificielle. Et donc c'est elle qui va décider en fonction des critères, position, âge, etc. En fonction des critères, ça va décider combien je donne de crédit à cette personne. Okay, c'est ce qu'on fait quand on a une carte de crédit. Alors super, ils font ça, et puis au bout de 2-3 semaines, ils s'aperçoivent que les femmes ont la moitié du crédit des hommes. Bon, c'est bien, c'est pas bien, on peut en parler, mais disons que dans la société d'aujourd'hui, c'est moyen. D'accord, c'est pas très bien, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et donc, évidemment, ils ont arrêté, ils ont redonné la possibilité à des hommes, à des humains, de décider quel était le crédit qu'il fallait accorder aux gens qui faisaient l'application, parce que c'était pas normal que, juste sur la base du sexe, on donne la moitié du crédit. Et là, on peut se demander pourquoi ça s'est passé, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que les données, il nous en fallait beaucoup. Donc beaucoup, ça veut dire qu'il fallait revenir beaucoup dans l'histoire. Et donc les données qui avaient été utilisées, c'était des données des années 50, des années 60, des années 70, des années 80, 90, 2000 aussi, oui, d'accord. Mais enfin, celles qui faisaient pencher la balance, c'était les vieilles données. Et dans les années 50-60, on trouvait ça plus normal que les femmes aient la moitié du crédit des hommes. C'est comme ça, c'est une réalité. Encore une fois, c'est pas bien, mais dans la société d'aujourd'hui, définitivement, c'est pas bien. Un autre exemple de ça, c'est ce qui s'est passé en 2016 aussi. C'est quand le joli chatbot que je viens de représenter là-haut sur l'image à gauche, fait par Twitter, s'est mis à insulter les gens et est devenu, en fait, insulter surtout les Noirs et les femmes. Et alors, c'est relativement embêtant. Parce que quand vous créez un chatbot, en général, vous essayez de faire en sorte qu'il soit plutôt sympa, le truc. Vous voyez ? Et donc c'est Microsoft, en l'occurrence, qui a créé ce système, et ça s'appelait TIE, le truc, et il était censé, sur Twitter, donner des conseils sur les produits de Microsoft et être sympa, quoi, tout ça. Et Microsoft, au bout de 16 heures, donc, s'est aperçu de ce qu'il faisait, le truc, parce que le machin était devenu un nazi, quand même, et donc ils l'ont débranché. 16 heures d'opération, des mois et des mois de mise au point, 16 heures d'opération. Bon, c'est pas bien.
Évidemment que c'est pas bien. Et là, on se demande, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun sens. Évidemment que les mecs qui se sont fait chier pendant des mois à faire le machin, ils n'ont pas fait exprès de faire un truc qui allait insulter les Noirs et les femmes. Et on regarde un peu le système. Alors bon, évidemment, Microsoft n'a pas trop aidé hein, pour savoir quels étaient les problèmes. Mais en gros, il y a eu deux problèmes. Un problème que je vais appeler de logique. Donc un bug. Bon, les bugs, ça arrive. Hein. Donc le bug de logique, c'était quoi? C'est quand vous créez un système interactif comme ça, un système de dialogue, vous essayez vous avez un petit, ce qui s'appelle un facteur d'adaptabilité, qui vous permet de maîtriser ou pas votre dialogue, de parler comme les gens, comme le public auquel vous adressez, ou alors de parler comme vous avez envie que le truc parle. Là, en l'occurrence, le slider d'adaptabilité était un peu trop haut, c'est que ça parlait un peu trop comme le public, et le public auquel on s'adressait ici, c'était Twitter. Et vous savez peut-être que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, ça a bien marché. Au bout de 2-3 interactions, le machin insultait les gens. Bon. Ça, c'est relativement facile à changer. On descend le facteur d'adaptabilité et vous contrôlez plus la conversation. Donc, vous allez réussir à faire en sorte que le truc ne vous insulte pas. Le deuxième bug, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est un bug de data. D'accord, cette fois-ci. Alors, on a vu, les data, c'est compliqué à trouver. Et une conversation, parce que Twitter, là, on parle d'une conversation, quand on parle de notre chatbot, une conversation, c'est beaucoup plus difficile à trouver sur Internet que des chats. D'accord? Et une conversation annotée, c'est encore plus compliqué. Donc on ne trouve pas ça juste comme ça sur n'importe quel site. Et du coup, il y a un machin qui existe depuis les années 50 qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données de conversation enregistrée et annotée et retranscrite de conversations de gens, d'Américains normaux qui appellent au téléphone et qui parlent de leur machine à laver, de je sais pas quoi. Et donc, c'est des millions de conversations qui ont été retranscrites depuis les années 50. Alors, on peut très bien imaginer que, comme tous les gens qui font des systèmes de dialogue, comme moi et comme d'autres, ils ont été utilisés Switchboard, mais ils ont été un peu dépassés par la taille de Switchboard, parce que, comme j'ai dit, il y a des millions et millions de conversations. Donc, ils ont pris certainement un sous-ensemble de Switchboard. Et évidemment, quand vous faites un choix, il faut faire le bon choix. Et là, en l'occurrence, ils ont certainement fait le mauvais choix. Et donc, c'est quoi le mauvais choix? On peut très bien imaginer qu'ils aient pris les conversations de Switchboard du début de la base de données, c'est-à-dire, par exemple, années 50, Alabama. Alors bon, ceux qui ont compris, c'est bien. Mais Alabama, années 50, peut-être que pour les Noirs, c'était un peu compliqué. D'accord? Et donc, si intrinsèquement, la base de données était raciste, il n'a pas fallu longtemps pour que le truc devienne raciste aussi à la première étincelle. Okay, donc tout ça pour dire qu'il faut faire super attention quand on choisit les données. Et le mot qui est embêtant dans ce que je viens juste de dire, c'est choisir. Parce qu'à partir du moment où vous choisissez les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez d'être bien. Vous essayez de dire, je vais aller débiaiser les données, je vais choisir que celles qui vont bien. Mais le problème ici, c'est que si vous choisissez les données, vous rentrez votre propre biais. Et à partir du moment où vous rentrez votre propre biais, vous biaisez ou rebiaisez les données dans un sens ou dans un autre. Et là, évidemment, il y a des problèmes d'éthique potentiels. Alors, ça peut être votre éthique à vous, votre éthique d'entreprise, puis ça peut être après des problèmes réglementaires, encore une fois. D'accord? Donc, à un moment donné, tous, collectivement, il va falloir qu'on décide si on veut ou pas bouger, toucher les données, et comment on veut les toucher, comment on veut les bouger. Et pour pouvoir avoir une réglementation autour de ça, il faut qu'on comprenne. Et donc, il faut être éduqué sur ces data. Allez, on va se dépêcher un peu. Et on va passer à un truc qui est intéressant. On parle beaucoup d'IA de confiance. D'accord? Je ne peux pas avoir confiance en ces IA, parce que l'IA est une boîte noire. D'accord? L'IA est une boîte noire, on ne comprend que dalle. D'accord? On ne peut pas lui faire confiance. Alors, on parle d'inexplicabilité de l'IA. Et on dit, comme l'IA n'est pas explicable, on peut définitivement pas lui faire confiance. Alors, là, je voudrais un peu moduler ce propos en disant qu'en fait, l'IA est complètement explicable par les gens qui la comprennent. D'accord? Par les gens qui la créent, par les gens qui la comprennent, l'IA est explicable. Au moment où je crée un système d'IA, je sais à peu près vers où ça va converger, ce que ça va faire. En fonction des datas que j'ai choisies, je peux me planter. En fonction des algorithmes que je choisis, je peux faire des erreurs. Mais je sais à peu près où ça va aller. D'accord? Donc, l'IA est explicable par les gens qui font de l'IA. Le challenge, c'est de l'expliquer aux gens qui n'en font pas.
Et ça, c'est pas nouveau, hein. C'est ce qui se passe dans toutes les technologies depuis la nuit des temps. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire de mathématiques, qui date de 1917. 1917, un mathématicien brillant, qui s'appelait Gaston Julia, invente ou découvre une équation avec une propriété absolument extraordinaire, et il l'écrit comme ça, et il appelle ça une fractale. Alors, il montre ça à ses copains mathématiciens, il lui file plein de prix, hein, parce que bon, c'est extraordinaire, les copains mathématiciens, ils sont tous excités, ils voient l'équation, ils disent « Waouh, c'est extraordinaire !» Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fractale, allez voir sur Wikipédia. Mais pour ceux qui savent, vous avez quelque chose qui s'est passé dans votre cerveau, là. Bref, donc, 1914, 1916, 1917, 1918, bon, personne ne comprend rien, sauf les mathématiciens qui sont tous excités. 1955, 40 ans après, Julia est prof à Polytechnique, et il a un élève brillant aussi, qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot écoute bien, il part aux États-Unis, il arrive chez IBM, parce que c'était les premiers ordinateurs qui sont là, donc il est là, il arrive chez IBM, il rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur, bon, il en profite pour l'appeler équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner, et donc il rentre le truc, et là apparaît à l'écran cette magnifique fougère, qui est la représentation de la fractale. D'accord ? Alors pour ceux qui ne savent pas encore une fois ce que c'est la fractale, quand vous regardez cette fougère, à chaque niveau de la feuille de la fougère, vous voyez la fougère. Et puis vous voyez la fougère. Donc la propriété extraordinaire dont je parlais tout à l'heure, ça s'appelle la récursivité. D'accord ? Et pour ceux qui ne comprennent toujours pas ce que je viens de raconter, c'est la vache qui rit, si vous voulez. Vous voyez ? Ouais, regarde. Pas grave. Donc, tout ça pour dire que, bon, d'une part, Mandelbrot était un voleur, mais il a fallu attendre 40 ans pour comprendre cette technologie, on va dire, ou cette équation dans ce cas-là, qui a été un mystère pour le commun des mortels pendant 40 ans, et qui est devenue évidente le jour où on a juste dessiné cette jolie fougère. Okay. Alors je ne vous dis pas que dans 40 ans, on sera capable d'expliquer comme ça aussi simplement par un dessin toutes les intelligences artificielles, mais évidemment, les gens qui font de l'intelligence artificielle, ils travaillent, ils font en sorte qu'on va pouvoir créer des systèmes qui vont expliquer les systèmes. Ce sera certainement basé eux-mêmes sur l'intelligence artificielle pour être aussi rapide, aussi, pour pouvoir expliquer pas à pas ou pas les choses. Et donc, on arrivera certainement petit à petit à expliquer, et quand on va arriver à expliquer, on va pouvoir avoir plus confiance. Allez, on va se dépêcher un peu. On va parler maintenant d'un de mes sujets favoris, la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, on nous saoule avec la voiture autonome depuis 2018. Hein. Alors, quand je parle de voiture autonome, je parle de la voiture autonome niveau 5. Hein, il y a 5 niveaux d'autonomie quand on parle de voiture autonome. Les 5 niveaux d'autonomie, c'est 1 à 5. Et le niveau d'autonomie niveau 5, évidemment, c'est la voiture autonome qui fait tout toute seule, celle que Elon Musk vous promet depuis un peu avant 2018. Et il vous dit d'ailleurs qu'elle est déjà arrivée. Hein. Elon Musk est d'ailleurs devant la cour parce que, évidemment, c'est un menteur. J'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Ouais, en fait, elle n'existera absolument jamais. Donc vous pouvez croire Elon Musk ou moi, mais juste après ce que je vais vous raconter, vous allez me croire moi. Et donc la voiture autonome n'existera jamais. Par contre, la voiture autonome niveau 4, elle va exister. D'accord ? Mais bon, là, pour l'instant, ça veut dire quoi ? 1, 2, 3, 4, vous comprenez que dalle. Pour vous donner une idée aujourd'hui, contrairement, donc encore une fois, à ce que dit Musk, la voiture autonome la plus avancée du marché, c'est certainement une Tesla, justement, et on considère qu'elle est à peu près à 2,5. D'accord ? Donc on est encore très, 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 très loin de 3, de 4, et puis évidemment de 5, parce que de toute façon, ça, on n'y arrivera jamais. Et tout ça pour dire que niveau 4, on va y arriver. Niveau 4, ça va être absolument magnifique. Hein, ça va permettre d'éviter beaucoup, beaucoup d'accidents et de morts sur les routes, etc. D'accord ? Donc il faut vraiment travailler, y travailler et faire en sorte qu'on aille vers ce niveau-là. Mais il ne faut pas mentir sur le niveau 5, parce qu'encore une fois, vous allez comprendre dans 5 minutes, vous allez être persuadé. Ça s'appelle teasing, ce que je fais là. Bref. Et donc, il y a une autre compagnie en fait qui est moins connue, enfin moins connue, je ne sais pas, mais qui s'appelle Waymo,
qui est une compagnie de Google qui n'a pas de voiture sur la route. Enfin, ils ne vendent pas des voitures, mais eux, c'est certainement les plus avancés dans l'industrie, et ils sont à 2,7 à peu près. Il y a des Allemands récemment qui ont déclaré une voiture Mercedes à 3, mais c'est parce que c'est des Allemands. Alors, pourquoi la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais? 2 exemples. Premier exemple, il est spécifiquement pour les Français et spécifiquement pour les Parisiens. Hors pandémie, ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une des avenues là, pour traverser l'Arc de Triomphe, enfin, la place de l'Étoile. Je pense que vous avez compris, la voiture ne va pas avancer. Hein, elle ne va jamais avancer. Parce que la voiture autonome, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suivre les règles. Elle va suivre le code de la route. Vous, quand vous êtes sur la place de l'Étoile, si vous suivez le code de la route, vous n'avancez pas. Okay? Et donc, vous avez appris à faire autre chose. Vous avez appris la psychologie, vous avez appris la négociation, vous avez appris plein de trucs qui font que, ou alors la folie, parce que vous passez comme un taré. Donc, enfin, vous avez des techniques qui n'ont strictement rien à voir avec les techniques qui sont recommandées par le code de la route. Okay? Donc ça, c'est spécifiquement pour les Français. Bon, vous l'avez vu, donc déjà, vous avez compris que la voiture autonome niveau 5 ne peut pas exister juste à cause de ça. Mais je vais vous raconter la version internationale de la chose. La version internationale, elle vient de Waymo, justement. Le précédent PDG de Waymo, en 2018, lui aussi, il était un peu saoulé par le fait qu'il y avait plein de gens qui disaient que la voiture autonome niveau 5 était à notre porte. Et il a dit, les gars, bon, arrêtons de dire des bêtises. Le niveau 5 n'existera jamais, le niveau 4 va exister, et comme je veux qu'on arrive tous au niveau 4, je fais don des milliers et millions d'images que j'ai fait récupérer mes voitures pendant qu'elles roulaient sur plein de routes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et j'en fais don de ces vidéos qui sont prises à travers le pare-brise. J'en fais don sur YouTube, et tous les gens qui font des voitures autonomes, qui essayent de travailler sur une voiture autonome, ils peuvent aller prendre comme dataset, hein, vous vous rappelez, il nous faut beaucoup de data, donc on peut aller prendre comme dataset ces vidéos. Okay, et donc effectivement, ils ont mis, en 2018, il a fait mettre 10 millions de miles de vidéos de voitures qui conduisaient dans divers contextes, des autoroutes, des routes dans des villes, etc. etc. Aujourd'hui, il y a 20 millions de miles qui sont disponibles. D'accord, donc c'est une grosse base de données. Mais bref, évidemment, en 2018, quand ce brave CEO a mis ça online, il y a eu des gens comme moi qui se sont précipités sur YouTube pour aller regarder et pour aller chercher ce que je vais appeler une pépite. Et la pépite, c'est quoi? C'est une preuve que j'ai raison. Et je l'ai trouvé, évidemment. Je n'ai pas eu à regarder les 10 millions de miles, hein, ça tombe bien, parce que ça aurait été long. Et seulement au bout de 2 heures à peu près, j'ai trouvé cette pépite. Et la pépite, je vais vous la jouer en direct. Je vais vous la mimer parce que je suis un acteur. Donc, c'est une voiture donc, qui roule avec sa caméra qui a, à travers le windshield, le pare-brise. Et puis, elle est en train de rouler dans une rue de Mountain View, en l'occurrence ici. Et donc, il ne se passe rien à Mountain View. Je ne sais pas si vous avez été, c'est là où il y a le headquarter de Google. Il ne se passe rien, c'est chiant comme la mort. Et donc, voilà, on est en train de rouler dans Mountain View comme ça, et il ne se passe vraiment rien. Et la voiture s'arrête. Après 2-3 secondes, la voiture reprend, la voiture s'arrête. 2-3 secondes, la voiture reprend, la voiture s'arrête. Il n'y a rien devant, hein. Il n'y a aucune raison. Très bien, il fait ça 3-4 fois. Et au bout de 3-4 fois, il y a toujours un safety driver dans ces trucs-là. Un safety driver, c'est le gars qui contrôle que la voiture ne va pas aller se foutre dans un arbre. Et donc, on sent qu'il reprend le volant, le gars, il s'en va, parce que les mecs derrière, ils devaient être un peu énervés, comprenant pas pourquoi cette bagnole s'arrêtait comme ça sans aucune raison. Et là, vous regardez un peu mieux la vidéo, parce que vous dites, ça n'a quand même strictement aucun sens. Et vous voyez que sur le trottoir, dans la même direction que la bagnole, il y a 2 gars qui sont en train de marcher. Bon, jusque-là, rien de grave. Sauf que vous regardez bien quand même la vidéo. Bon, c'est pas une excellente qualité, mais vous regardez bien la vidéo et vous voyez qu'un des 2 gars qui est en train de marcher sur le trottoir dans la même direction de la voiture, donc, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous voyez un connard sur le bord de la route qui marche dans la même direction que vous,
Avec un panneau stop, vous ne vous arrêtez pas. Enfin, si vous ne vous arrêtez pas, il faut que vous veniez me parler à la fin, là. Parce que moi, je veux comprendre. Okay, mais évidemment, la bagnole, qu'est-ce qu'elle voit? Ben, elle voit un panneau stop, et puis un panneau stop, et puis un panneau... Bon, voilà. Donc, c'est des cas un peu spéciaux. Hein. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ces cas spéciaux, elles ne vont pas pouvoir s'y adapter, ces intelligences artificielles. Nous, si. Parce que nous, vous savez ce qu'on fait? Bon, nous, soit on est complètement cons et on fait n'importe quoi et on fait du random, d'accord? Soit on s'adapte au truc. On dit, bah tiens, il y a un mec avec un panneau stop. Voilà. Ok? Donc nous, on va s'adapter au truc, on va découvrir, on va inventer en fait. On va inventer les choses. L'intelligence artificielle n'invente rien. Que dalle. Jamais. Jamais. L'intelligence artificielle est complètement con. D'accord? Donc mettez-vous ça dans la tête. En fait, l'intelligence, c'est l'intelligence qui n'existe pas dans l'intelligence artificielle. Allez, on va finir là-dessus. Je vais passer sur Siri parce que ça me fatigue de parler de Siri. Et je vais vous parler d'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée, je garde juste l'IA en fait, parce que j'aime bien parler d'IA. Je garde les lettres, hein, IA. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, c'est juste notre intelligence qui est augmentée. C'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. Parce qu'à la fin, ces intelligences artificielles, j'appelle plus ça maintenant l'intelligence artificielle, vous voyez, j'appelle ça les intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles sont des outils qui nous augmentent, qui augmentent notre capacité, exactement comme faisait la Pascaline en 1642. Elle a augmenté ma capacité pour faire une addition, une soustraction. D'accord ? Donc, c'est des outils très, très performants. Peut-être trop performants des fois. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'utilisation des outils. Hein. Donc, prenons, disons que l'intelligence artificielle est une boîte à outils. OK ? D'accord ? Donc, c'est une boîte à outils. Ça veut dire quoi ? C'est que dedans, il y a un marteau, il y a une scie, il y a un tournevis, il y a une pince. OK ? Donc, il y a plein d'outils différents qui font des choses différentes. OK ? Donc il y en a une à jouer aux échecs, une autre à conduire, une autre va faire autre chose, trouver un cancer dans une image médicale. Donc toutes ces intelligences artificielles, elles sont meilleures que nous, à la tâche à laquelle on les associe. Pourquoi? Parce que ce sont des outils. Un outil, par définition, c'est meilleur que nous. Le marteau, il est meilleur que moi. Il plante le clou bien meilleur que mon poing. Bien mieux que mon poing, pardon. D'accord? Donc, un marteau, j'adore le marteau en fait, parce que le marteau, non seulement je peux l'utiliser pour planter le clou, donc je peux l'utiliser à bon escient, mais le marteau, je peux l'utiliser à mauvais escient. Je peux l'utiliser pour taper sur la tête de mon voisin. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que la société décide que c'est pas bien. Donc ces outils-là qu'on va utiliser et qu'on va comprendre, qu'on va découvrir petit à petit, on va collectivement décider ce qui est bien de faire avec et ce qui n'est pas bien de faire avec. Ben, une intelligence artificielle, c'est ça, c'est un marteau. Et pourquoi c'est un marteau et pourquoi on décide? Parce qu'il y a un manche. Et le manche, c'est nous qui le tenons. Okay? Donc c'est notre choix. L'utilisation des IA, c'est notre choix. Ce n'est pas l'IA qui va aller planter le clou toute seule. Okay? C'est nous qui avons le manche. Mais pour utiliser correctement, encore une fois, il faut s'éduquer. Allez, on va finir vite fait, juste pour un truc, parce que je vous ai parlé beaucoup d'intelligence, mais en fait, je n'ai aucune idée de ce que c'est l'intelligence, et je pense que si quelqu'un le sait, ce sera avec plaisir de m'expliquer. Mais je vais vous faire un petit truc, une définition mathématique de l'intelligence. Vite fait. Okay. Donc, définition mathématique de l'intelligence, c'est complètement con, hein, mais bon, c'est juste pour s'amuser. Donc là, on a deux axes, hein, abscisse ordonnée. Sur les abscisses, j'ai 0 à 100, niveau de l'intelligence. Okay, pourquoi pas, d'accord. 0, Trump. 100, un génie. Okay. Et puis sur l'ordonnée, là, je vais avoir, sur l'abscisse, pardon, j'ai dit abscisse d'abord, c'est pas grave. Donc de l'autre côté, sur l'abscisse, je vais avoir le domaine d'intelligence. D'accord. Alors ça, c'est les humains, là. Ça, c'est nous. On n'est pas des génies, mais on n'est pas trop cons. D'accord. Et quel que soit le domaine, on a quelque chose à dire. Surtout nous, les Français, on a toujours un truc à dire. On peut la ramener sur n'importe quoi. Okay. Donc voilà, ça c'est nous, on est OK, quoi. Okay. Mais ce qui est rigolo, c'est que donc, on est, mathématiquement parlant, on a une intelligence, on va dire, continue, sur n'importe quel domaine. Okay.
Un truc qui me fait marrer, c'est qu'en fait, on a une intelligence continue, mais parce que quand je vois un bouffon sur le bord de la route avec un panneau stop, je vais inventer un truc, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc je vais dire qu'en plus de ça, on est infini. C'est-à-dire que on invente un truc, là, voilà, vous inventez un truc tout de suite, là, tous collectivement, surtout si on est français, on va dire, oh, ouais, on va avoir une opinion sur le machin, et puis on va en parler, très bien. Donc on est continu, infini. Ça, c'est nous. Les IA, alors pas les IA, mais dans les échecs. Échecs, c'est un génie, hein. D'accord? Il nous bat tout le temps, le truc, donc bon, voilà. Le Go. Le Go, c'est rigolo parce qu'il y a des coups qui n'ont jamais été joués dans l'humanité que le truc va jouer certainement, et puis donc il est plus qu'un génie, le truc. On ne comprend même pas comment ça marche, quoi. Donc c'est bien, bon, c'est comme ça. Et puis après, je vais prendre la voiture autonome, la conduite. Alors c'est pas tout à fait un génie, là, à faire des erreurs. Niveau 4, il y aura toujours des accidents. Il y en aura moins, mais il y en aura toujours. Donc bon, on va garder ça. Mais c'est vachement mieux que nous, hein. Le point là, humain, c'est mon fils. Bon. Bref. Puis je vais prendre un truc ici, je vous raconterai pourquoi après. Et puis je vais prendre n'importe quel domaine. N'importe quel domaine, on va pouvoir créer l'outil qui est meilleur que nous. Par définition même de l'outil. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure. Donc en gros, qu'est-ce que je viens de faire ici? Ces lignes-là, elles ne sont pas continues. Mathématiquement parlant, elles sont discrètes. Très bien. Donc, discontinues, j'ai entendu, mais discrètes, c'est bien aussi. Bref. Donc si on regarde ça, on se dit, en fait, vous savez, pour obtenir la continuité avec la discrétion, vous savez comment on fait? Il faut multiplier par l'infini. Hein, compliqué. L'infini, ça a toujours été compliqué. Hein. Moi, c'est un truc qui me perturbe beaucoup. Mais on va regarder aussi ce qui se passe là, dans les deux trucs qui sont l'une à côté de l'autre. Là. Les deux trucs l'une à côté de l'autre, c'est des domaines qui sont connexes, qui sont très proches. D'accord? Et on va dire, en intelligence artificielle, il y a des gens qui vont dire, on va faire du transfer learning. D'accord? C'est-à-dire que je vais prendre un domaine qui est très proche de nôtre, je ne vais pas me faire chier à aller apprendre tout, je vais transférer tout mon knowledge, tout mon savoir, je vais le transférer au domaine d'à côté, et puis je vais pouvoir avoir des systèmes qui vont être tout aussi bons. Alors, c'est pas mal comme idée, mais il y a un tout petit problème, parce que vous savez ce qui se passe entre deux lignes discrètes. Ce qu'il y a entre les deux là. Alors, encore une fois, il y a l'infini, ça fait chier l'infini. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que la discrétion n'arrivera jamais à la continuité. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe dans le truc qu'on a inventé tout à l'heure là? Dans le truc infini. Alors, on a inventé, là, on vient de l'inventer. Elle est où l'IA? L'IA, elle n'a pas eu le temps encore. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. L'IA, elle est nulle part. D'accord? Parce que on n'a pas les datas, on n'a pas les règles, on n'a pas les trucs. Donc voilà. Donc, bon, tout ça pour dire encore une fois que l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence humaine, mais on fait des trucs super avec les intelligences artificielles. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez compris, c'est là où interviennent les intelligences qui sont vraiment très spécialisées. Et pour être intelligent en artificiel, il faut avoir déjà une connaissance pour apprendre à être efficace. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la table ronde. Donc, je vais demander aux différents invités de la table ronde de rejoindre Luc autour de la tribune, s'il vous plaît. Et en fait, autour de la table, vous allez avoir des professeurs du CNAM ainsi que des ingénieurs du CNAM. Et M. Avner Bar-En sera le professeur qui sera maître de chaire, si je puis dire, pour l'instant. Nous avions invité Mme Cécile Dejoux, qui est elle-même très impliquée dans l'intelligence artificielle. Elle ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais elle nous a préparé une vidéo que je veux partager avec vous maintenant. Bonjour à tous. Mille merci pour l'invitation, je suis ravie d'être parmi vous. Alors pas en présentiel puisque je suis donc à la soirée du DRH du prix numérique et je suis en tant que membre du jury donc j'étais obligée d'y aller, mais je suis grâce maintenant à la vidéo un peu dans un don d'ubiquité un petit peu avec vous. Mille merci pour cette invitation dans ce très beau colloque sur l'intelligence artificielle. Alors j'aimerais vous délivrer 4 messages.
Le premier message, c'est que je suis très honorée d'être à la même tablée que Luc Julia, puisque Luc Julia, qui est un très grand monsieur de l'intelligence artificielle, nous l'avons interviewé dans la chaîne YouTube Transformation managériale. Et donc, je vous invite vivement à écouter l'ensemble de son message, puisqu'en fait, il nous a fait l'immense plaisir de pouvoir répondre à nos questions. Le deuxième message, c'est qu'en fait, pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur l'intelligence artificielle, je vous invite à vous inscrire au MOOC l'IA pour tous, qui a déjà dépassé les 30 000 auditeurs dans ses multiples saisons, qui est mis à jour cette année sur l'intelligence artificielle et les ressources humaines. C'est un MOOC du CNAM sur la plateforme Fun qui vous permet de comprendre ce qu'est l'IA, de voir tous ses usages dans tous les secteurs d'activité, et puis de monter en compétences pour devenir IA compatible. Le troisième message, c'est de vous dire qu'en fait, ici au CNAM, nous avons plein de formations en intelligence artificielle. Alors, pas seulement des formations liées à l'informatique, au codage, puisque ça, ce sont les sciences de l'ingénieur, mais, par exemple, dans la chaire dont je m'occupe, la chaire en ressources humaines, nous avons des cours digital, RH et intelligence artificielle, stratégie RH et intelligence artificielle faits, par exemple, avec IBM, sur tout ce qui est, aujourd'hui, IA, comportementale. IA cognitive. Donc, vraiment, je vous invite à venir vous inscrire à ces cours pour tous ceux qui veulent continuer à apprendre. Et puis, le quatrième message, c'est un message sur les RH et l'intelligence artificielle. À mon avis, il y a 3 domaines dans lesquels les ressources humaines vont complètement être challengées par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, ça va être le temps réel. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va nous donner des indications pour pouvoir décider en temps réel sur les collaborateurs, sur les offres d'emploi, sur les niveaux de rémunération, etc. Et donc, ce temps réel, c'est une nouvelle dimension. Avant, on décidait avec des scénarios, avec de l'analyse statistique et avec, bien entendu, son intuition. Aujourd'hui, il faudra continuer à utiliser son intuition, mais également les outils d'IA qui nous donneront des informations en temps réel. Le deuxième sujet, c'est l'individualisation. En ressources humaines, l'IA va nous faire un saut en avant pour faire en fait de la RH sur mesure. Pourquoi? Parce qu'elle nous offre des outils qui vont nous permettre de mieux connaître chaque collaborateur dans ce qu'il fait dans sa journée en utilisant les outils informatiques, dans la façon dont il vit les émotions, dans la façon dont il va chercher des informations. Et donc, on va pouvoir lui proposer des formations, des parcours de la gestion des talents individualisés. Et ça, avant on le disait, maintenant on le fait. Le troisième point important, c'est qu'en fait l'IA va nous permettre d'optimiser certains processus qui sont lourds administratifs et extrêmement répétitifs. Je pense par exemple, dans les rémunérations, on va pouvoir détecter des erreurs et optimiser par rapport à une comparaison à l'extérieur les échelles de rémunération. On va pouvoir traiter avec moins d'erreurs les bulletins de salaire, etc., etc. Donc on le voit sur le temps, l'individualisation et l'optimisation de certains processus, l'IA va énormément transformer les ressources humaines. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine du recrutement, aujourd'hui, tout ce qui est présélection des CV peut être fait par l'IA. Tout ce qui est autour de la gestion des talents est déjà fait par l'IA avec des plateformes telles que Explore de Cornerstone qui a racheté Clustry, une start-up en intelligence artificielle. On est capable aujourd'hui de faire du matching entre les offres internes-externes, les profils, les compétences, les parcours et les souhaits d'évolution. Troisièmement, dans tout ce qui est analyse RH, sur les rapports sociaux, sur tout ce qui est ESG, sur le bilan social, on va pouvoir aller beaucoup plus vite et surtout se comparer aux concurrents grâce à l'intelligence artificielle. Donc les domaines RH vont tous être bouleversés. Je ne vous parle même pas de la paye des rémunérations et de tout ce qui est donc lié aux études. Donc voilà ce que je voulais vous proposer, quelques idées sur l'intelligence artificielle. En tout cas, je vous attends sur la chaîne YouTube Transformation managériale, dans le MOOC l'IA pour tous et surtout au CNAM dans nos formations. Très belle conférence. Merci, à bientôt. Merci Cécile. Effectivement, encore de grands challenges. Il va falloir que je renégocie mon salaire différemment. Mille merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, pas en présentiel, puisque je suis... Merci. Non.
Oui, je disais en plaisantant qu'il va falloir que je renégocie mon salaire parce qu'avec une IA, ça va être compliqué. Monsieur Avner, allez-y. Bonjour, merci. Bonjour et merci, d'être présent. Donc j'ai été, comment dire, nommé maître de cérémonie. Donc j'ai surtout, comment dire, laissé la place à la discussion. Donc moi je suis professeur du CNAM, titulaire de la chaire statistique et données massives. Et autour de moi, il y a donc à la fois des enseignants et des ingénieurs. Donc Raphaël, qui est un ingénieur à ma droite, donc qui est un, je peux dire jeune ingénieur. Voilà, le côté mécanique, hein, on n'est pas côté RH là, qui est donc qui est passé par les FIP. Si je repasse complètement sur l'autre bout, nous avons Joël Farvaux, qui est aussi un ingénieur jeune, mais un tout petit peu moins jeune. Voilà. Hein, je vais me permettre. Et si je termine sur les ingénieurs, je vais passer tout de suite à Paul, qui est aussi un jeune ingénieur qui est passé par ce qu'on appelle la VAE, qui est une des grandes spécialités du CNAM, la validation des acquis de l'expérience, excusez-moi. Et puis, je n'oublierai pas Elie Lieberman, qui est donc enseignant ici. Et donc, je vais distribuer la parole pour les questions. Et comme nous n'avons pas énormément de temps, je vais vous demander à la fois d'avoir des questions concises et à Luc d'avoir des réponses tout aussi concises pour qu'on ait un dialogue. Qui veut démarrer le bal? Allez, Joël, it's your turn. Pour la présentation. Le big data est souvent présenté comme la solution, enfin, je dirais dans ce qu'on peut lire généralement et la façon dont c'est présenté, on présente souvent le big data ou les données massives comme une solution pour entraîner les modèles et avoir des modèles pertinents et j'allais dire, et désolé pour le mot anglais, mais des résultats ou des outcomes pertinents. Mais votre présentation a bien souligné les risques et les limitations dans ce que peut être le big data, hein, qui a été souvent présenté un peu comme finalement, désolé encore une fois le terme anglais, le silver bullet, hein, ce qui permet de résoudre tout dans la mesure où on a plein de données. Mais vous avez bien mis en évidence, en exergue, hein, les risques dans l'utilisation de ces données. Alors, est-ce que la prochaine étape ne serait-elle pas plutôt d'utiliser des small data pour le coup? Quelle est votre vision du sujet? Avec effectivement aussi le point, comme vous le disiez, des biais ou de la qualité de données. Donc, est-ce que les small data, ça ne serait pas finalement la prochaine étape? Oui, alors le small data, ça marche là, oui. Le small data, c'est évidemment un truc que j'aimerais bien qu'on puisse faire, parce qu'effectivement, le big data prend trop d'énergie, multiplie les possibilités de biais. Le problème et le mot que j'arrive pas à trouver, c'était la pertinence. C'est-à-dire que moins vous prenez de data, moins vous avez la possibilité d'avoir des statistiques pertinentes. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Il y a des gens qui parlent de smart data même. Voilà. Smart data, c'est certainement mieux, justement. Voilà. Mais le problème de smart data, c'est qu'il faut les choisir. Et donc là, on peut rentrer potentiellement dans le biais aussi. Il faut que vous appuyiez. Ah ouais. Voilà, techniquement, je ne suis pas au point. Donc le problème du smart data, qui est une bonne idée, c'est qu'il faut choisir et donc on rentre encore dans le biais. Mais ceci dit, bon, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire du small data. Et franchement, il y a dans tout le pan de l'IA d'aujourd'hui, on va dire la nouvelle IA, c'est de faire un tout petit peu plus de small data en la reliant à nouveau avec l'IA des années 70, donc celle avec les règles dans les systèmes experts. Et donc faire ces systèmes hybrides, c'est peut-être pas complètement idiot. Et ça, c'est vrai qu'on est tombé dans la facilité du big data, parce que c'est facile, hein, c'est de la force brute. On est tombé dans cette facilité, et peut-être que il faut retomber dans l'intelligence, la nôtre, pour pouvoir aller chercher les bons systèmes qui vont permettre d'utiliser moins de data, plus pertinente, et donc peut-être avec un peu de système expert. Je vais tourner le voilà.
Paul, tu avais une question? Oui, je veux bien. Luc, pour Cécile, l'intelligence artificielle existe, pour toi, elle n'existe pas. Quels sont les domaines, à ton avis, dans lesquels l'intelligence artificielle qui n'existe pas peut s'exprimer le mieux? Donc, ce qui n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles existent, et justement, dans plein de domaines, dans tous les domaines, elles s'expriment. Là, elle parlait des intelligences artificielles qu'on peut utiliser en RH. Bon, c'est intéressant. Il y a des systèmes, alors il y a des biais extraordinaires en RH auxquels il faut faire super attention, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Mais pour moi, je vais en citer que trois domaines qui sont super excitants pour utiliser l'IA aujourd'hui, les IA aujourd'hui. Le premier domaine, c'est évidemment les transports. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas, encore une fois, que la voiture autonome niveau 5 va exister, mais la voiture autonome niveau 4 va permettre des progrès extraordinaires dans le transport des gens qui ne peuvent pas tellement se déplacer, et puis aussi dans la diminution des accidents. Le deuxième domaine, c'est la médecine. La médecine est un champ statistique absolument fabuleux. On connaît tous l'ADN, ça nous dit quelque chose. On va faire du biomimétisme de plus en plus avec l'ADN. L'ADN, on a la preuve vivante, c'est un système de stockage absolument extraordinaire. On change tout avec seulement 3 lettres, on arrive à faire des trucs fabuleux. Donc l'ADN est un champ statistique bien, donc par définition, l'IA va s'appliquer correctement. On va certainement pouvoir trouver des maladies bien en amont, pouvoir trouver des fixes aussi. Alors, il faut faire attention aussi aux biais qui sont là, mais ça va être un domaine très intéressant. Et le dernier domaine que j'adore, mais qui est un peu plus compliqué, bien qu'il soit très simple, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, pour moi, c'est la smart home. La smart home n'est absolument pas smart aujourd'hui. On parle de la smart home depuis 50 ans. On n'y est toujours pas, largement pas. Et il y a certainement, et en fait, j'en suis la preuve vivante, dans le sens où j'ai 219 objets connectés chez moi. Et ces 219 objets connectés, ils ont une certaine intelligence artificielle. Ils travaillent entre eux pour pouvoir me rendre des services qui sont aujourd'hui pas à la portée du commun des mortels parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais ces IA peuvent aider. Et donc je suis persuadé que la smart home arrivera un de ces jours grâce à l'IA aussi. Je vais continuer le tour de table, donc Raphaël, si tu veux. Oui, merci. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. J'en profite pour enchaîner sur le sujet des transports. Et vous disiez tout à l'heure le besoin pour la réglementation d'intervenir. Alors, on a vu des tentatives de réglementation, notamment l'an dernier avec l'IA Act côté Commission européenne. Aujourd'hui, on est sur une proposition de réglementation. Je vais vous passer les détails, hein, c'est un petit peu long. Mais on attend toujours la deuxième version suite aux commentaires des différents pays. Malheureusement, cet IA Act, qui avait pour vocation de réglementer tous les systèmes imbriquants de l'IA, d'entrée de jeu, a annoncé que pour les systèmes complexes du type aviation et transport, donc ceux qui nous intéressent, en tout cas qui moi m'intéressent, ne concernait pas ces domaines puisque on aurait besoin d'actes délégués supplémentaires pour réglementer l'utilisation de ce type de technologie. Alors aujourd'hui, je pose la question naïvement, quelles sont ces briques supplémentaires qu'on attend de la réglementation et dont on pourrait avoir besoin pour atteindre le niveau 4, justement? Je l'ai pété, là. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, je ne suis pas à Bruxelles, moi, donc je ne sais pas quelles sont les briques qui leur manquent. Ce que je sais, c'est que la réglementation arrive à peu près 10 à 15 ans après l'innovation. D'accord, c'est la réalité. Vous avez vu ça avec RGPD, par exemple, en mai 2018. RGPD, vous savez, c'est le Privacy Act. Hein, Donc RGPD, moi, j'étais très content que RGPD arrive, c'est super. Mais les premiers problèmes où les gens se sont foutus à poil sur Facebook, c'était en 2003. Hein. Donc c'est arrivé 15 ans après. Et c'est le problème de la réglementation en général. C'est que la réglementation est très lente, parce que la réglementation, ça veut dire une décision collective. Et ça, c'est compliqué. Et surtout, décision collective par des gens qui ne comprennent rien. Donc ça, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, je ne sais pas quoi répondre. Bonne chance. Donc on en reparle dans 15 ans, quoi. Élie, si tu... Oui, j'avais une question. On m'entend là ? Il y a dans votre allégorie, les IA sont des outils. Effectivement, il y a la manière dont on sert de l'outil. Il faut des règles, il y a des morales différentes sur Terre,
des sociétés différentes, qui sont organisées de manière différente. C'est quelles vont être les règles à appliquer aux différentes IA en fonction de la culture locale, et qu'est-ce qui est acceptable à un endroit peut ne pas l'être à d'autres. Notamment si je prends la Chine qui va être un champion de l'IA et qui va appliquer cette IA au contrôle de la population. Enfin, on entend des choses de cet ordre-là et elles sont déjà en place en partie. Vous venez de dire RGPD en Europe, règlement qui limite l'exploitation des données. Donc on est avec des technos disponibles partout sur Terre, mais pas avec les mêmes cultures et pas avec les mêmes règles. Tout à fait. C'est un des problèmes de Facebook, par exemple, qui est global, d'accord, et qui doit affronter des réglementations différentes en fonction des pays dans lesquels il est. Donc, moi, je trouve ça en fait très bien. Hein. On voit que l'humanité, petit à petit, se globalise et puis devient de plus en plus la même. Et j'aimerais bien que la Chine, en fait, ils aient le même système politique que les nôtres ici. Ça leur permettrait de ne pas avoir à se débattre contre un système de notation sociale qui utilise l'IA. En l'occurrence, c'est des caméras en fonction de ça fait de la détection faciale et donc ça vous note si vous traversez pas le passage piéton. Enfin bon, vous perdez des points, etc. Bon bref, donc ça s'appelle une dictature, le truc. Hein. J'aurais bien aimé qu'ils adaptent RGPD. D'ailleurs, ils ont adopté un truc qui ressemble beaucoup à RGPD maintenant, mais à la sauce chinoise, c'est-à-dire que ça marche seulement pour Monsieur Xi, je pense. Donc, ceci dit, pour reparler des RGPD vite fait, on voit par exemple en Californie, en janvier 2020, on a adopté la même réglementation, à quelques détails près, que RGPD. Donc, petit à petit, il y a une chance des fois que une partie du monde devienne un modèle. Et en l'occurrence ici, RGPD devient un modèle petit à petit pour le reste du monde. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à la culture parce que il faut que la réglementation soit applicable par la culture. Et on voit d'ailleurs ce qui se passe en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe ne marche pas très bien aujourd'hui, parce que même à l'intérieur de l'Europe, avec nos 35 langues, etc., on n'a pas tout à fait la même culture, et donc on a du mal à harmoniser les différentes lois. Donc c'est compliqué. Mais il faut que les peuples, alors c'est pour ça que moi je suis pour une démocratie de base, il faut que les peuples décident et surtout comprennent. Et à partir du moment où ils comprennent, ce qu'on va appeler le trickle down, mais c'est du trickle up, on va pouvoir décider ce qui est acceptable par nous. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, quand je disais tout à l'heure que nos amis à Bruxelles, ils ne comprennent peut-être pas, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'éduquer sur ces machins-là. Mais sur les trucs dont on parlait juste avant. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, il y a des adaptations qui doivent s'effectuer en fonction des cultures, en fonction des nations, en fonction des climats, en fonction de diverses choses. Et ça doit être décidé par les peuples, par chacun des peuples auxquels les réglementations vont s'appliquer. Merci. Si quelqu'un a une question, je peux faire, sinon je vais continuer. Voilà, on va. Micro. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas, mais bon, passer un péage sur l'autoroute aujourd'hui, quand on parle de niveau 2.5 dont je parlais tout à l'heure des Tesla, moi j'ai que des Tesla aux États-Unis, hein, donc je roule en autonomie sur les autoroutes depuis tout le temps. Là, le week-end dernier, j'étais entre San Francisco et Los Angeles, j'ai pas touché le volant, d'accord, sur l'autoroute. C'est-à-dire que l'autoroute, c'est un endroit qui est assez facile parce que les lignes sont assez bien dessinées sur les voies, donc c'est relativement facile. Il y a des clôtures qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chats. Vous savez, les chats, c'est un truc compliqué. Donc il n'y a pas de chat qui traverse, il n'y a pas de mémé qui traverse, il y a pas. Enfin, donc du coup, le contexte est beaucoup plus simple. Et donc c'est un univers contraint. Et dans un univers contraint, c'est beaucoup plus facile, effectivement, d'avoir une certaine autonomie. Donc, si on n'avait que des autoroutes, on pourrait dire qu'on est en niveau 5. D'accord ? Parce que dans ces univers contraints, on arrive à faire des choses, évidemment. Mais malheureusement, on n'a pas que des autoroutes. Dès que la voiture sort de l'autoroute, là, elle a des problèmes, parce qu'il y a les chats, il y a les feux, il y a les stops, il y a plein de trucs. Plus, oui. Ouais, tout à fait. Ouais.
Parce que bon, dans les avions, déjà, c'est en 3D. D'accord, donc on peut faire plus d'erreurs dans le chose. Et puis là, il y a des couloirs qui sont beaucoup plus larges aussi. Et donc du coup, la définition même de la façon dont le truc va décoller et atterrir, c'est pour ça que ça peut atterrir dans le brouillard complet et les mecs ils voient que dalle et le système va atterrir juste avec les radars parce que les couloirs sont énormes et même si ça dévie un tout petit peu de 10 cm, c'est pas grave. Dans les bagnoles, dévier de 10 cm, c'est plus compliqué. D'accord. Donc c'est vrai que ça fait en fait beaucoup plus que 20 ans, hein, ça fait 40 ans maintenant qu'on a des systèmes automatiques de pilotage, mais c'est pas le même contexte. Et encore une fois, c'est des trucs très particuliers, c'est en général que décollage, atterrissage. Je vais reprendre la parole. Je vais reprendre la parole. Donc avant de faire un dernier petit tour, moi j'ai posé une question sur qu'est-ce qu'on doit attendre de l'IA. Avec un exemple, donc tu parlais de la médecine. Donc on dit toujours que l'ordinateur va mieux détecter les cancers que le médecin. D'abord, le médecin est toujours assisté par l'imagerie, la technique de l'imagerie derrière. Et puis, le travail du médecin n'est pas de trouver les cancers, il est de les soigner. Je pense qu'on peut dire ça de manière. Donc, qu'il y ait des vendeurs de soupe qui nous expliquent que l'IA va tout résoudre, ok, il y en a, on va passer là-dessus peut-être. Mais qu'est-ce que toi, tu penses qu'on peut attendre ? Est-ce que tu peux donner ton avis sur ça ? On a dit tout à l'heure, et comme tu viens de le dire, hein, l'idée c'est vraiment que ces IA, ce sont des assistants, d'accord ? Ce ne sont que des assistants, ce ne sont que des outils qui nous permettent de faire le travail mieux. D'accord. Donc en l'occurrence, dans l'histoire de radiologue, il va effectivement trouver, mettre sur la pile, un peu plus haut sur la pile, ça va mettre les cas les plus graves et puis il va pouvoir les traiter plus rapidement. Mais surtout, imaginez que ce soit une IA qui aille dire à la patiente tiens, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc le docteur, l'humain, il va être là justement pour adapter, pour trouver potentiellement le diagnostic, enfin pas le diagnostic, le traitement, parce que en fonction du diagnostic, en fonction de ce qu'il connaît de la patiente, en fonction de plein d'autres choses, de sa nutrition, de je sais pas quoi, le truc va être complètement adapté. Et tous ces paramètres, c'est un peu ce que je disais sur la différence entre une image de chat et une instance de chat. Il y a l'image de l'imagerie médicale et il y a l'instance de la patiente. C'est beaucoup plus compliqué qu'une image, une patiente. Je suis tout à fait d'accord. Tu avais une question ? Merci. Tu l'as présenté dans l'introduction avec l'évolution des algorithmes et des méthodes de machine learning. On est passé sur du machine learning basé sur des outils statistiques, de façon qui sont toujours utilisés quand on parle des régressions logistiques, random forest ou autres. Après, on a vu effectivement l'émergence des réseaux de neurones. Avec aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de Natural Language Processing, Computer Vision, et est venu récemment le Reinforcement Learning. Ma question, elle est, qu'est-ce qu'il faut s'attendre maintenant en termes d'évolution sur ces méthodes de machine learning ? Est-ce qu'on peut estimer que finalement, déjà, on a couvert une bonne partie de ce qui est possible avec toutes ces différentes méthodes, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines d'évolution ? Alors, bon, je n'ai pas une boule de cristal, on va certainement trouver d'autres méthodes statistiques qui vont nous permettre d'être un peu mieux tout ça. Donc, il y aura certainement des progrès. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à l'asymptote, là. On commence à avoir exploré quand même le machin pas mal dans les 60 dernières années. D'accord ? Donc, ça commence à être un peu compliqué d'être innovant. La réalité, c'est que maintenant, on va se retrouver en face de nouveaux types de machines, par exemple. Alors, évidemment, on parle du quantum computing. Le quantum computing va être un truc qui va être intéressant parce que c'est un raisonnement complètement différent. Là, ce dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des mathématiques statistiques ou logiques, d'accord, mais c'est des mathématiques. Ce qui est super, les mathématiques, on sait à peu près comment les aborder parce que c'est nous qui les avons faites. Donc, on est au point. La physique, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand on réfléchit au quantum computing, moi, j'y comprends que dalle. C'est une autre logique complète. Enfin, c'est le monde, en fait. Et le truc, la vérité, c'est qu'on ne comprend rien au monde. D'accord ? Mais bon, ceci dit, le quantum computing va arriver. Ça va amener de nouvelles logiques, de nouvelles façons d'aborder les problèmes. Ça va être des problèmes qui vont être... C'est de la parallélisation extrême, globalement. Et donc, ça va être intéressant parce que ça va amener donc, des nouvelles solutions. Ça ne va certainement pas amener de nouvelles solutions pour tout, mais pour certains problèmes. Par exemple, il y a un problème connu en mathématiques qu'on n'a jamais su résoudre, qui est celui du voyageur de commerce. D'accord ? Celui-là va être résolvable.
Réseau... Soluble, merci. Va être soluble, voilà, par le quantum, d'accord. Donc voilà, donc je ne dirais pas que ce serait des nouvelles méthodes statistiques ou des nouvelles méthodes d'IA mathématiques qui vont émerger et qui vont révolutionner le machin. Ça va plutôt être des nouvelles machines qui vont révolutionner le machin. De là à ce qu'on arrive à quelque chose qui soit complètement intelligent, alors je vous ai raconté ce soir que ça n'arrivera jamais. Ceci dit, bon, j'en sais rien. Hein. C'est-à-dire que le quantum, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est de la physique, c'est plus des mathématiques. La physique, ça se rapproche évidemment beaucoup plus de notre cerveau à nous. D'accord. Donc la physique, c'est de la biologie aussi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être un jour, on arrivera à complètement modéliser un cerveau avec du quantum. Et donc à ce moment-là, bon là, ouais, on sera peut-être pas loin de l'intelligence artificielle. Mais la réalité aussi, c'est que pour pouvoir modéliser un cerveau, il faudra le comprendre avant. Et aujourd'hui, les gens qui sont des spécialistes du cerveau, ils vont nous dire qu'on comprend entre 20 et 40% du cerveau. Donc on est encore très, 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 très loin. Voilà. Donc on pourrait passer beaucoup de temps encore, mais c'est malheureusement l'heure tourne. Donc Paul va poser la dernière question. J'ai bien compris que le cœur de Luc est chez Renault, l'esprit de Julia est chez Google. Avec cette vision transatlantique, est-ce que les deux, Luc et Julia, pourraient nous donner leur avis sur la souveraineté numérique, notamment, est-ce que c'est une douce utopie, par exemple, eu égard aux investissements notamment? Alors moi, je suis pro-souveraineté numérique aussi, hein, donc je pense qu'il faut qu'on se protège. D'accord. Donc nous, ici, on ne se protège pas bien en ce moment, parce qu'effectivement, on s'est vendu à plein d'Américains, hein, c'est clair, et puis la souveraineté numérique aujourd'hui n'existe pas. D'accord. La souveraineté française, européenne n'existe pas. Je vais moduler un peu ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, on sait bien que, quoi qu'on fasse avec nos Facebook, Google, etc., si la NSA a envie de regarder ce qu'on fait, elle peut le faire. L'éducation nationale, le gouvernement, il y a quelques années, a décidé de vendre l'éducation nationale à Microsoft. Ça veut dire que c'est comme ça. Les systèmes médicaux français ont été vendus aussi à Microsoft il y a quelques temps. Donc, si la NSA a envie de savoir que prennent les Français, s'ils prennent beaucoup de Prozac, elle peut le savoir. Est-ce que c'est intéressant ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a strictement aucune souveraineté aujourd'hui avec ces systèmes-là. C'est compliqué, la souveraineté, parce qu'évidemment, les géants, ils sont des géants, d'accord, et donc ils sont partout. Aujourd'hui, il y a 3 clouds, on va dire, parce que c'est ce dont on parle, hein, il y a 3 clouds qui sont souverains en France. Il y a un cloud qui s'appelle OVH, qui est souverain, mais malheureusement, il ne fait pas grand-chose, d'accord, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il est intéressant. Il y a un autre cloud qui s'appelle Scaleways, qui est un cloud qui est fait par Free, globalement c'est Niel. Il est souverain, il a un peu plus de fonctionnalités que OVH, mais il n'est pas connu. Et puis il y a le dernier, je ne me rappelle plus le nom, c'est celui de 3DS, Dassault, et je ne me rappelle plus le nom du cloud lui-même. Outscale, ouais, c'est ça. Donc Outscale, c'est le 3e souverain, mais alors lui, il est utilisé que pour Dassault, donc en fait, il n'est pas public non plus. Mais ceux-là, ils sont vraiment souverains. Le problème, c'est que l'ANSSI, qui est l'organisme, le régulateur qui décide de la souveraineté, qui décide de la sécurité de nos données, l'ANSSI française a décidé, il y a quelques mois, d'appeler un cloud souverain, un cloud qui n'est pas du tout souverain. Voilà. Maintenant, ils ont changé le nom. Donc maintenant, ils l'appellent cloud de confiance, ce qui est beaucoup plus le cas. Enfin, bon, moi, je n'ai pas confiance personnellement, parce qu'il n'est pas souverain, mais ils ont changé donc cloud souverain à cloud de confiance, parce qu'ils ont donné les clés aussi à Google et à Microsoft. Donc, c'est un truc compliqué. Il va falloir à un moment donné qu'on se décide à savoir, l'ANSSI, le gouvernement, si on veut vraiment de la souveraineté ou pas. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, merci pour toutes ces questions. Je crains malheureusement que l'heure tourne, beaucoup trop vite, mais elle tourne. Donc, je vais rendre la parole à Laurent. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on peut dire un grand merci aussi à Luc qui a pris le temps de nous rejoindre au CNAM. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que vous avez pu découvrir certaines choses, aussi comprendre que l'IA était bien pour le futur, mais qu'il fallait aussi en prendre aussi en termes de connaissances, de biais possibles, avec beaucoup de recul. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée
et un bon retour à tous. Merci beaucoup.